Hello les amis, bienvenue à la maison et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va faire un format confession où je vais répondre à vos questions et à vos situations problématiques et je vais vous donner des conseils. Alors, la première situation. Je suis une femme de 36 ans et je vis un enfer que personne ne voit. En surface, j'ai tout réussi. J'ai une petite agence immobilière en Suisse qui a 4 ans d'existence. Mais ce que la plupart des gens ne voient pas, c'est que certains mois, je signe 3 ventes d'affilée, je me sens invincible, motivée et capable de tout accomplir. Mais le mois suivant, ça peut être le néant. Zéro vente, pas un centime qui rentre sur mon compte. Et là, je m'effondre complètement. Je deviens une loque, une vraie. Je peux rester figée pendant des heures à scroller sur les réseaux comme un zombie. J'ai plus aucune motivation dans ces moments-là, ni aucune foi dans l'univers. J'ai juste l'impression d'être un imposteur ridicule qui essaye à tout prix de rentrer dans le rôle d'un entrepreneur. Je me transforme en une personne que je déteste, frustrée, lourde, toxique, qui se plaint tout le temps et qui décharge ses frustrations sur ses proches. Mon mari empathie et ma famille aussi. Et au lieu de me battre, je sabote tout, j'abandonne et je me dis laisse tomber, lâche prise, ça sert à rien. De toute façon, ça me saoule. Mais au fond, je m'en veux. Je suis en détresse totale et je ne sais pas quoi faire. Comment faire quand rien ne semble bouger et avancer dans nos rêves? Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est exactement ça le jeu de l'entrepreneuriat et c'est exactement pour ça que la plupart des gens ne veulent pas y jouer. Parce que si c'était aussi simple que d'essayer d'investir du temps et d'avoir des résultats quoi qu'il arrive, la plupart des gens seraient des entrepreneurs. Mais c'est parce que dans ce jeu, tu vas investir du temps, de l'énergie, prendre des actions, faire des efforts et pas toujours avoir de résultats, que la plupart des gens se découragent et abandonnent. Dans les moments où tu ne fais pas de vente, dans les moments où il y a 0 centime qui rentre sur ton compte, il va falloir que tu t'entraînes à solidifier et à fortifier ta foi. Ta foi non seulement en Dieu, en l'univers, mais en ta vision. Ta foi en toi-même, ta foi en ta mission. Parce que si tu n'es pas connecté à ta foi, si tu n'as pas la croyance absolue et définitive que tu vas y arriver quoi qu'il arrive, tu vas avoir envie d'abandonner très vite. Et attention, je suis pas en train de dire que ces moments-là, ils sont pas normaux, parce que moi, j'en ai eu mais des tonnes des moments comme ça. Rien qu'il y a quelques mois, j'étais dans un état où j'étais déconnectée de moi-même, où j'étais découragée, où je me demandais si j'étais vraiment à ma place, si finalement je m'étais pas trompée sur la direction à suivre, et j'ai commencé à me poser 10 milliards de questions. Donc, dans tous les stades de ton business et de ton chemin dans l'entrepreneuriat, tu vas te poser des questions et c'est OK. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une capacité hors norme à jouer avec l'inconnu, à jouer avec l'invisible. Et c'est pour ça que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas juste une question de faire de l'argent et d'être bon dans le business. C'est un terrain d'apprentissage, de transformation où tu vas être tellement confronté à tes insécurités, à tes peurs, à tes traumatismes que tu vas être obligé de les régler d'une manière ou d'une autre si tu veux pouvoir avancer. Et c'est pour ça que la plupart des gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour eux, mais en réalité, c'est pas que c'est pas fait pour eux, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude de se confronter à ce niveau-là, à leurs peurs, à leurs insécurités, à leur honte. Pourquoi est-ce que la plupart des gens n'entreprennent pas? Parce que c'est très inconfortable d'être rejeté, c'est très inconfortable de fournir des efforts, de s'exposer aux autres et de se prendre des portes, d'avoir quelqu'un en face de toi qui te dit non, qui t'ignore, tu cherches des clients, tu cherches des personnes que tu as envie d'accompagner ou que tu as envie d'aider ou peu importe, tu vends un produit mais les gens n'achètent pas. C'est extrêmement inconfortable pour ton ego, c'est une mort de l'ego l'entrepreneuriat. Et finalement quand tu comprends ça, tu peux jouer à ce jeu avec une perspective complètement nouvelle, où au lieu de le voir comme un calvaire, au lieu de le voir comme une fatalité et qu'à chaque fois que tu te prends des portes, à chaque fois que tu n'arrives pas à vendre, tu le vois comme une preuve de plus que tu n'es pas assez bien, que pour toi c'est différent et que de toute manière, qui achèterait de toi ou peu importe ce que tu te dis comme connerie dans ta tête, il va falloir que tu le vois comme un terrain de transformation et que tu le vois comme un jeu. Et si tu le vois comme un jeu, tu le prendras avec beaucoup plus de légèreté. On te dit non, tu n'as pas les résultats que tu veux là tout de suite. Là, tu es au stade où la plupart des gens abandonnent. Tu es au stade où la plupart des gens baissent les bras. Et dans tout ça, il y a une compétence indispensable à maîtriser, c'est ta capacité à agir comme si tu étais de bonne humeur, comme si tu avais confiance en toi et comme si tu étais motivé,
quand tu es de mauvaise humeur, quand tu es découragé, quand tu aucune motivation, quand tu as essayé de signer un contrat avec un client et qui t'a dit non, quand ton partenaire a ignoré tes messages, quand tu te sens pas bien dans ta peau parce que tu viens de voir ta cellulite dans le miroir, peu importe, si tu arrives à te faire passer à l'action même quand tu n'as pas envie, même quand c'est inconfortable pour toi, tu avanceras 100 fois plus vite que la majorité des gens. Pourquoi est-ce que la plupart des gens n'entreprennent pas et abandonnent dès les premiers échecs? Parce que c'est difficile, c'est réellement difficile, c'est pas censé être facile. Ce que je vois beaucoup trop souvent, c'est que cette croyance que c'est censé être facile, elle t'empêche d'obtenir les résultats que tu veux. Cette croyance que ça doit être simple, que ça doit être facile, elle tue tes rêves. C'est censé être difficile. Si c'était facile, tout le monde y arriverait, tout le monde obtiendrait tout ce qu'il désire. Pourquoi est-ce que tu admires quelqu'un? T'admires quelqu'un parce qu'il fait ce qui est difficile. Il fait ce que la majorité des gens ne feraient pas, ce que la majorité des gens n'osent pas faire parce qu'ils se trouvent toutes sortes d'excuses pour rester dans leur zone de confort. Si tu veux être admiré par les autres et si tu veux avoir des résultats que la plupart des gens n'ont pas, il va falloir que tu embrasses la difficulté. Il va falloir que tu vois la difficulté comme ton allié. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui ont le plus de succès dans leur vie, les gens qui ont le plus d'argent, le plus d'amour, le plus de joie, peu importe, c'est des gens qui n'ont pas peur de la difficulté. C'est des gens qui voient la difficulté, qui voient leur peur comme des alliés. Au lieu de se cacher, au lieu de les éviter, ils y vont de front. Et il y a une citation de Theodore Roosevelt qui décrit parfaitement le courage que ça demande d'être entrepreneur. Ce n'est pas le critique qui compte, ni celui qui montre comment l'homme fort trébuche, ou comment le faiseur d'actes aurait pu faire mieux. Le mérite revient à l'homme qui est réellement dans l'arène, dont le visage est marqué par la poussière, la sueur et le sang, qui lutte vaillamment, qui se trompe, qui échoue encore et encore, car il n'y a pas d'effort sans erreur ni échec, mais qui lutte réellement pour accomplir les choses, qui connaît les grands enthousiasmes, les grandes dévotions, qui se dépense pour une cause juste, qui au mieux connaîtra le triomphe du haut fait et qui au pire, s'il échoue, échouera en osant grandement. De sorte que sa place ne sera jamais parmi ces âmes froides et timides qui ne connaissent ni la victoire ni la défaite. J'en ai des frissons. La question à te poser, c'est dans quel clan tu veux appartenir? Même quand tu es salarié, même quand tu fais un job traditionnel, si tu as envie d'évoluer dans ta carrière, si tu as envie de prendre une posture différente, il va falloir que tu oses, il va falloir que tu t'exposes au rejet, il va falloir que tu te mettes face à ces parts d'ombre de toi-même, que tu évites à tout prix de montrer. Je me rappelle il y a 5 ans quand j'étais encore salariée et que mon ancien manager m'avait demandé de tourner une vidéo pour toute l'entreprise. Quand j'avais commencé à tourner cette vidéo, je tremblais, je l'ai refait littéralement, sans exagération, 25 fois. Pourquoi? Parce que j'avais tellement peur de la critique, j'avais tellement peur que mes collègues se mettent entre eux, regardent la vidéo, rigolent, fassent des blagues, me trouvent ridicule, critiquent mon physique ou peu importe, que j'osais pas prendre de la place ou porter ma voix. Et finalement, même s'il m'a fallu 25 fois pour refaire cette vidéo, je l'ai faite. Et quand je l'ai fait et quand j'ai osé me montrer devant les autres, ça a débloqué quelque chose en moi. Je me suis rendu compte qu'en fait, Mariam, t'es encore là, t'es encore vivante, il s'est rien passé de dramatique. Continue à te montrer. On nous apprend depuis l'enfance à se cacher, on nous apprend à être parfait, à avoir les diplômes, les qualifications parfaites, à ne pas prendre trop de place, à devoir être à tout prix légitime pour parler, pour oser partager ses opinions, parce que sinon, mais qui tu es toi pour oser prendre la parole? Et ça, c'est quelque chose, je dérive un peu, mais c'est vraiment important, c'est que j'en parlais avec ma cousine ce matin, on était en train de marcher et elle est en pleine reconversion professionnelle, elle se lance dans l'entrepreneuriat après 15 ans ou plus dans le salariat. Et elle me disait, mais tu sais, je sais pas si je suis vraiment légitime, j'ai pas fait assez de diplômes, j'ai pas assez de formation, peut-être qu'il faut que je me forme plus pour avoir la légitimité à facturer tel montant. Et je la regarde et je lui dis, mais c'est incroyable à quel point le système français nous a appris que pour que tu sois légitime à oser entreprendre quoi que ce soit, il faut que tu aies une montagne de diplômes. Personnellement, j'ai fait des études prestigieuses dans une des meilleures universités au monde et je peux te dire aujourd'hui avec conviction que je suis persuadée que les études, c'est une perte de temps
total. Surtout si tu veux entreprendre. Bien sûr, si tu veux faire un métier comme la médecine, le droit ou peu importe, tu as besoin d'étudier certains métiers, c'est évident. Mais quand tu veux entreprendre, ce qui compte, c'est ta passion inébranlable et réellement sincère pour un sujet. La personne la plus légitime de la pièce à résoudre un problème et à entreprendre sur ce sujet, c'est pas celle qui a fait le plus d'études, qui a le plus de diplômes, qui a toutes sortes de formations à son actif. C'est celle qui a le plus souffert de ce problème-là. C'est celle qui est le plus passionnée par ce problème parce qu'elle l'a retourné dans tous les sens possibles. On nous apprend à définir notre légitimité en fonction des études qu'on a fait. Et c'est pas étonnant qu'en France, il y ait aussi peu d'entrepreneurs, il y ait aussi peu de gens qui osent, qui aient de l'audace. Pourquoi? Parce que en France, si tu veux oser faire quoi que ce soit, il faut que tu sois parfait. Il faut que sur le papier, tu aies toutes les qualifications possibles pour prendre la parole, pour essayer de résoudre un problème, pour entreprendre, pour avoir un business, peu importe. Donc, si tu es dans cet état d'esprit aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il y a tout un conditionnement qui a été fait dans ton cerveau où on t'a fait croire que les gens les plus prestigieux, les gens les plus intelligents, c'est des gens qui ont fait de grandes études, qui ont certains diplômes. C'est des mensonges totaux. Les gens les plus intelligents que je connais aujourd'hui dans ma vie, c'est pas des gens qui ont fait des études extraordinaires. C'est des gens qui ont passé des années et des années à essayer de résoudre un problème qui était important pour eux et qui ont compris comment résoudre ce problème. C'est des gens qui sont juste simplement réellement curieux sur la nature humaine, qui comprennent que le plus grand terrain d'expérimentation et le plus grand terrain d'apprentissage, c'est l'école de la vie. Il faut arrêter de glorifier à tout prix les études et croire que si t'as pas fait d'études, t'es pas légitime. Bref, je diverge, mais j'espère que ça a répondu à ta question. Ok, maintenant la deuxième histoire. J'ai divorcé au bout de 9 mois et je savais dès le départ que ce mariage était une erreur. Dès le début de ma relation avec mon ex-mari, j'avais d'énormes doutes. Mon instinct me disait que c'était ni la bonne personne, ni la bonne décision de se marier, mais j'ai pas eu le courage d'écouter mes signaux d'alarme. Parce que la vérité, c'est que j'avais un besoin désespéré d'être aimée, une vraie carence affective, et ça m'a complètement aveuglée. J'ai foncé tête baissée dans cette relation en me disant que l'amour suffirait. Malheureusement, pendant ces 9 mois, j'ai tout donné pour sauver notre mariage. J'ai porté cette relation à bout de bras toute seule. Mais nos besoins ne s'alignaient pas, ni au niveau intime, ni émotionnel, ni financier. Je suis toujours vierge et j'avais même besoin d'une intervention chirurgicale importante et lui, il s'en fichait complètement. Que ce soit pour le soutien ou l'aspect financier. Malgré tous mes efforts, rien ne changeait. Il ne répondait pas à mes besoins, il ne faisait aucun effort de son côté et j'ai fini par comprendre que je me détruisais à petit feu. Alors j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Divorcer pour préserver ma santé mentale. Aujourd'hui, même si je commence à guérir, cette période me hante encore. Je me pose constamment la même question. Pourquoi j'ai ignoré tous ces signaux? Pourquoi j'ai accepté de me perdre comme ça? Comment on fait pour apprendre à s'aimer assez pour ne plus répéter ces schémas destructeurs? Je vais essayer de te répondre avec le peu d'informations que tu m'as données, mais ce que je comprends bien, c'est que finalement, tu as réussi à voir que tu étais en carence affective et que tu avais un besoin désespéré d'être aimé. Quand on est désespéré d'être aimé, désespéré d'être choisi, on va prendre n'importe quelle miette que quelqu'un nous donne. Les gens qui restent dans des relations malsaines, des relations toxiques, c'est pas des gens qui sont plus bêtes que les autres, c'est pas des gens qui sont sadiques et qui aiment souffrir. C'est simplement des gens qui n'ont pas appris à répondre à leurs besoins affectifs, à répondre à leurs besoins de validation, leurs besoins émotionnels. Et parce qu'ils n'ont pas appris ça, si quelqu'un se présente avec des petites miettes d'attention, ils vont les prendre. Ils vont s'accrocher à ces miettes et ils vont se dire il faut que ça fonctionne. Ils vont avoir un idéal fantasmé de ce à quoi la relation peut ressembler et ils vont s'accrocher à cet idéal. Le problème avec ça, c'est que tu peux rester des années et des années bloqué dans une situation qui te rend malheureux. Tout ça parce que tu penses à un niveau très inconscient que tu ne mérites pas mieux. Aujourd'hui, tu es sur la bonne voie parce que déjà, premièrement, tu as conscience du pourquoi est-ce que tu es allé vers cette personne. Tu as conscience du fait que ça vient d'une carence, d'un manque émotionnel. Je sais que quand je me suis mise avec mon ex, j'étais tellement désespérée que quelqu'un me donne de l'attention parce que j'étais à un stade de ma vie où mes parents étaient en train de divorcer.
mes parents avaient des problèmes très graves financièrement, ils n'arrivaient plus à payer le loyer de la maison, c'était une catastrophe financière. Et j'étais tellement en suspension dans l'air où j'avais l'impression de plus avoir de repères, de plus avoir de sécurité émotionnelle, financière, même physique, parce que je ne savais pas si j'allais pouvoir avoir encore un toit sur ma tête, etc., que j'avais besoin que quelqu'un vienne dans ma vie et me dise « T'inquiète pas, tout va bien se passer, je t'aime, je te vois, t'es importante ». Que quelqu'un réponde à mes besoins émotionnels parce que je ne savais pas que moi-même je pouvais y répondre. Et tant que tu n'as pas la croyance radicale et définitive que toi-même tu peux venir combler ces carences, tu continueras à chercher à ce que quelqu'un d'autre les comble à ta place. Et c'est un espace de fragilité énorme parce que du coup moi je suis restée avec mon ex plus d'1 an, 1 an et demi, et pendant cette relation à chaque fois petit à petit il commençait à me rabaisser, à me dire des choses très blessantes, à casser ma confiance en moi de manière très très subtile. Et je me gaslightais toute seule, je me disais moi-même que j'exagérais, tu sais, on connaît, hein, je sais que si vous m'écoutez, vous êtes probablement dans les mêmes schémas, ou c'est possible en tout cas que vous soyez dans les mêmes schémas que moi, ce schéma de surempathie, de syndrome du sauveur, où tu te dis non mais, oh, le pauvre, non mais c'est moi, j'exagère, etc. Et pendant très longtemps, je me disais mais c'est moi qui exagère. Tout ça parce que j'avais tellement peur que mon ex parte et me confirme à moi-même que j'étais pas digne de cette attention, de cette validation, de cette affection que je recherchais, que je m'accrochais à quelque chose qui était mauvais pour moi. Et c'est probablement ton cas à toi aussi, où tu t'es accroché à quelque chose qui était mauvais pour toi, parce que tu n'es pas consciente que tu es digne d'être aimé, d'être respecté, d'être considéré, d'être valorisé. Et à partir du moment où tu en prends vraiment conscience et où tu fais ce travail interne pour venir guérir ton enfant intérieur, pour venir répondre à ses besoins, tu verras que ton choix de partenaire changera drastiquement. Tu seras plus désespérée dans tes choix, tu seras consciente et intentionnelle dans tes choix. Et ça fait toute la différence. Ok, maintenant la troisième situation. J'ai rencontré la femme de mes rêves et j'ai tout détruit de mes propres mains. Il y a presque 7 mois, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Appelons-la Soleil pour préserver son intimité. Soleil avait 38 ans et moi j'en avais 19. Je sais, l'écart d'âge était énorme, mais peu importe. Nous nous sommes rencontrés dans mon pays pendant ses vacances et nous nous sommes revus 4 fois avant qu'elle ne reparte chez elle. Dès le début, nos moments ensemble étaient magiques et uniques. Au début, elle était troublée par cette relation avec un homme de 19 ans plus jeune qu'elle, mais plus on se parlait, plus elle s'intéressait à moi. Après son départ, malgré la distance, nous avons développé de vrais sentiments l'un pour l'autre. On a même planifié de rester ensemble. J'ai décidé de déménager en Suisse pour elle, pour nous, pour notre relation. De mon point de vue, elle était tout ce que j'avais toujours demandé à l'univers. Mature, équilibrée, avec de l'amour propre, de la patience, une vraie expérience de la vie. Elle comprenait l'argent, le business, la politique, l'économie, la spiritualité, l'évolution personnelle, tout ce dont j'avais toujours rêvé. Alors logiquement, si j'avais enfin trouvé la femme parfaite pour moi, ça devrait me suffire, non ? Eh bien non. Je sais pas pourquoi, mais même avec Soleil, j'avais encore envie d'avoir des relations avec d'autres femmes. Après 1 mois ensemble, j'ai embrassé une autre femme. Nous n'étions pas dans une relation officielle, mais ça n'est pas une excuse. Je n'aurais jamais dû lui faire ça. Le jour même, je me suis sentie horrible. Et malgré la gravité de mon acte, je sais que je suis pas un menteur. Donc après quelques jours, je lui ai dit la vérité. Évidemment, Soleil est devenue très triste et a pris ses distances, et j'en ai tellement pleuré que j'en suis tombée malade. Même aujourd'hui, 6 mois après, c'est encore si douloureux et ça me blesse encore. J'ai commencé à me détruire moi-même tellement j'ai la rage contre moi. Je ne me respecte plus, j'ai commencé à fumer, je travaille moins. Je passe des heures sur les réseaux sociaux et j'ai développé une addiction à la dopamine pas chère. C'est comme si j'étais en train de m'auto-détruire. Je sais pas comment me pardonner et le pire, c'est que j'arrive pas à accepter la fin de cette relation. Soleil me parle plus, elle m'a oubliée, mais moi je pense à elle tous les jours, je rêve d'elle chaque nuit. On me dit que je suis intelligent, mature, gentil, et je le crois, mais j'ai découvert que j'étais capable de faire des choses terribles comme ça. Comment on fait pour se pardonner quand on a saboté la plus belle chose qui nous soit arrivée ? J'ai besoin d'aide, je ne suis plus moi-même, je me suis éloignée de tout ce qu'il y a de bon dans mon âme. Ton message, il m'a fait mal au cœur et j'ai voulu le sélectionner parce que j'ai plein de choses à te dire là-dessus. La première chose que je peux te dire de prime abord, c'est que il y a quelque chose que tu cherchais chez cette personne. Et ce que j'ai remarqué, et je dis ça sans aucun jugement, même si malheureusement certaines personnes se sentiront jugées, c'est que les personnes qui se mettent en couple avec quelqu'un de beaucoup plus âgé, c'est des personnes qui cherchent des figures
parentale. A contrario, quelqu'un qui se met en couple avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que lui, c'est souvent quelqu'un qui cherche à fuir ses responsabilités d'adulte. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à grandir, voire même à vieillir, et qui du coup, pour éviter d'être face à l'inconfort du temps qui passe et des responsabilités qu'on a en tant qu'adulte, va se mettre avec quelqu'un de beaucoup plus jeune qui va le reconnecter à une part de lui à laquelle il n'a pas accès dans sa vie quotidienne. Et donc, s'il a du mal à accepter son âge et les responsabilités qui vont avec son âge, il va pas se mettre avec quelqu'un qui va le confronter comme un miroir à son âge à lui. Il va plutôt se mettre avec quelqu'un qui va lui renvoyer une ancienne version de lui, une version de lui plus jeune, plus fun, plus légère. Peu importe, que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose. Donc pour moi, le fait que tu aies été embrasser quelqu'un d'autre et que d'une certaine manière, tu aies le sentiment d'avoir saboté la relation, c'est peut-être qu'il y a une intelligence supérieure qui est venue jouer son rôle dans cette situation et qui t'a aidé à mettre en lumière quelque chose que tu ne voyais probablement pas avant de rencontrer cette femme. Le fait que ça n'ait pas marché et que ça n'ait pas marché de cette manière-là, à mon avis, c'est un cadeau de l'univers. Pourquoi ? Parce que si tu te rends malade, si tu as autant de culpabilité, si tu as autant idéalisé cette relation, c'est qu'il y avait probablement de grandes carences à l'intérieur de toi que tu n'avais pas encore nourries et dont tu n'étais probablement pas réellement conscient. Aujourd'hui, tu es face à une opportunité. Tu peux te rendre malade, tu peux continuer à te rendre malade, te détruire. Le choix t'appartient. Ou bien tu peux prendre une nouvelle direction et décider de voir cette situation comme une bénédiction de Dieu, une bénédiction de l'univers, remercier cette femme pour sa présence dans ta vie, mais aussi te remercier à toi d'avoir d'une certaine manière saboté une relation qui aurait été d'une manière ou d'une autre très déséquilibrée. Parce qu'encore une fois, sache que j'ai aucun jugement envers toi ou envers cette femme, mais 38 ans et 19 ans, c'est très compliqué de construire une relation durable, une relation où tu peux construire un foyer, une famille, ou peu importe, en tout cas évoluer ensemble. Peut-être que certaines personnes y arrivent et tant mieux pour elles, mais si ça n'a pas marché pour toi, c'est qu'il y avait une raison et c'est qu'il y a quelque chose de tellement meilleur qui t'attend derrière. Si tu entames ce processus de guérison et que tu fais le travail sur toi-même, tu verras que tu vas t'ouvrir à une multitude d'opportunités devant toi qui vont te permettre d'expérimenter, de grandir émotionnellement, de grandir dans tes relations et de réellement comprendre ce qui est important pour toi. Je pense qu'il n'y a rien qu'on fait dans la vie par hasard. On pense souvent qu'on se sabote quand en réalité on est en train de répondre à un besoin plus important qu'on a sur le moment même. Et le conseil que j'ai pour toi, c'est utilise cette situation comme un terrain d'apprentissage. Au lieu de l'utiliser comme une arme pour te détruire, utilise-la plutôt comme un moyen de mieux te connaître et de guérir les blessures qui sont enfouies au fond de toi et que tu n'as pas encore guéri. J'espère que ce format t'a plu. Si tu as envie que je sélectionne ton histoire, ta situation et que je te donne des conseils dans un prochain podcast, tu peux m'envoyer ta situation spécifique à contact@mariamgaderi.com et si ton histoire est sélectionnée, je te répondrai dans un prochain podcast. Je t'envoie plein d'amour.